La rivière Couesnon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie. C'est pas moi qui le dis, c'est le dicton. Mais ça méritait quand même une petite vérification. Bon là, ça me semble évident que le mont Saint-Michel est bien sur la rive est où commence le duché de Normandie. Je vois pas pourquoi il y en a qui disent que c'est en Bretagne. Deuxième dilemme, qu'est-ce que c'est que ce machin blanc qui essaye de se faire passer pour une mouette? Renseignement pris par radio, le pilote me débriefe sur son histoire. Son petit nom, c'est Didier. Et là, comme tous les matins, vous le voyez partir au boulot direct de son jardin avec son ULM. Dans sa première vie, Didier était infirmier. Mais un beau jour, il s'est pris d'une passion ravageuse pour le vol. Et toutes ses économies sont passées dans l'achat d'un ULM. Et puis vous imaginez la suite, il a fini par tout plaquer pour s'envoler vers cette nouvelle vie. Mais encore fallait-il pouvoir se l'offrir cette vie. Finalement, sa chance est venue du ciel et du Mont Saint-Michel. Et oui, il proposait aux touristes de les emmener faire le tour de ce célébrissime pâté de maison en ULM. Au bout d'un moment, ça commence à rapporter bien plus que le boulot d'infirmier. Mais Didier ne s'est pas parachuté au Mont Saint-Michel comme ça à l'aveuglette. C'est un enfant du pays. Du coup, forcément, sa petite entreprise a très vite pu décoller. D'autant que c'est fou le nombre de choses qu'il y a à voir dans le coin. Ah bah tiens, j'en vois qui ont pris un guide pour aller se balader à pied jusqu'au mont. Bah oui, ce serait ballot de se tromper dans les horaires de marée, dont on dit d'ailleurs dans le pays qu'elles partent et reviennent à la vitesse d'un cheval au galop. À propos de chevaux, justement, sachez que si vous voulez en voir de beaux spécimens, du genre qui remportent toutes les grandes courses, eh bien ils viennent s'entraîner tous les matins sur cette plage. Bon allez, la journée de Didier est terminée, il est temps pour lui de rentrer au bercail. Eh oui, l'avantage c'est que lui, il n'a pas besoin de prendre sa bagnole et d'aller s'entasser dans les embouteillages pour rentrer du boulot. Enfin, on laisse quand même passer les pauvres gars en voiture, et hop, on rentre son coucou au garage. Ah, il y a quand même des gars qui ont des sacrées vies. Honfleur, ce petit port mythique aux portes du pays d'Auge, qui fleure bon cette douce France et dont les peintres précurseurs du mouvement impressionniste ont si bien traduit la vision réelle dans toutes ses nuances. Mais désormais, au fond de la toile se dessine l'impressionnante modernité de la silhouette du pont de Normandie. Enjambant l'estuaire de la Seine, ce dernier donne depuis Le Havre un accès direct sur Honfleur, laquelle a sur le coup un peu paniqué à la perspective de se voir envahie par les hordes de la grande ville. Enfin, plus de peur que de mal, car aujourd'hui tout le monde s'accorde à penser que ce pont est une vraie réussite. Tant du point de vue pratique, puisque sa mission de relier les deux rives n'entrave pas du tout le passage des énormes bateaux de la Grande Armada, que du point de vue esthétique, tant la finesse et l'élégance de son design parviennent à incarner cette perfection futuriste qui fait rêver les hommes. Mais allons voir à quoi ça ressemble de l'autre côté du pont, sur la rive nord de l'estuaire de la Seine. Voilà. Je reconnais que ça fait un choc. Pourtant, on est pile poil en face d'Honfleur. Mais c'est comme si tout d'un coup, rien qu'en passant le pont, on avait fait un grand saut du 19e siècle des impressionnistes dans le monde beaucoup moins glamour du 3e millénaire. Je parle pas que des raffineries, mais surtout de ces titanesques travaux portuaires qui devraient faire du Havre la capitale française du conteneur. Une fois fini, le port devrait compter 4 km de quai, mais là on n'en est encore qu'au tiers de ce fameux projet Port 2000. En attendant la fin de ce chantier géant, on essaye de ne pas complètement oublier l'enjeu environnemental. On a par exemple construit cette île artificielle qui sert de reposoir aux oiseaux marins. Une initiative bien charitable envers une nature qui a dû perdre un paquet de repères dans le coin, je dirais. Et on termine la balade par un petit coup d'œil à ce chef-d'œuvre de l'architecture d'après-guerre qu'est la ville du Havre. N'empêche que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2 minutes, on est passé de la vision impressionniste d'une charmante petite ville à l'urbanisme débridé d'une cité industrielle, en passant par les lignes futuristes d'un pont de science-fiction. Et tout ça dans l'espace d'un estuaire. Ah, on s'ennuie pas en France, Dans la baie de Somme, il y a ce qu'on appelle les pêcheurs à pied qui sont spécialistes du ramassage des coquillages comme la coque et la palourde. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis 2001, c'est une pêche très réglementée par les affaires maritimes.
Résultat, il y en a comme Jean-François que vous voyez là, qui se retrouvent sans licence alors qu'elles sont parfois encore délivrées à des retraités qui sont, eux, tout à fait à l'abri du besoin. Bref, notre ami est obligé de se rabattre sur des végétaux comestibles du genre oreilles de cochon, salicorne ou chou marin. Mais là aussi, pas de bol, ce sont les écolos qui lui tombent dessus. Eh oui, c'est pas facile de gagner sa croûte quand on est pêcheur à pied en baie de Somme. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai encore dû faire une bêtise, moi, avec mon hélico. Ah oui, je vois la mob. Bon, bah, si vous voulez mon avis, même s'il a l'air plutôt cool, ça le dérangerait pas, Bilout, si on dégageait. Ça tombe assez bien parce que c'est pile poil l'heure d'aller observer ce joli phénomène qui se passe en baie de Somme quand la marée monte. Bye bye. D'ailleurs, quand on est pêcheur à pied, mieux vaut être averti parce qu'elle monte sacrément vite la marée. Et vu la grandeur des bancs de sable sur lesquels on ramasse d'habitude les coquillages, mieux vaut avoir le temps de se carapater avant de se faire complètement encercler par la mer. Ah, ça cavale, Et là, il y a des chances qu'avec cette vitesse, ça finisse par s'entrechoquer avec le courant contraire de la rivière et que ça nous forme un joli mascaret. Bah attendez, je rêve, c'est carrément une pirogue tahitienne, là. Eh les gars, au cas où vous auriez pas remarqué, on n'est pas en Polynésie, là. On est juste en Picardie. Ah bah tiens, la vaguelette sur laquelle ils sont en train de s'éclater, justement, c'est le fameux mascaret. Ah, au final, ça m'a l'air d'être aussi bien qu'à Hawaï. Bon, évidemment, en plus petit et en nettement plus froid. Dommage qu'il n'y ait plus de place pour moi. Enfin. Aloha! Quand même, le monde est bizarre. Entre Jean-François qui s'échine à remplir son petit seau qui lui rapportera au max 50 € dans la journée, et les ch'tis qui, pour la même somme, font de la pirogue tahitienne en baie de Somme, s'il y a un endroit où ça circule, c'est bien qu'elle est. Vous savez, dans le nord. Normal, l'Angleterre est à portée de tunnel et la Belgique qui ouvre sur l'Europe du Nord-Est est à 2 pas. Du coup, en 20 ans, Calais, dont je vous rappelle que le nom signifiait du temps des Gaulois « petit village de pêcheurs », a pris des allures de plaque tournante. Bref, entre camions et ferries, aujourd'hui, c'est l'embouteillage permanent. Et encore là, c'est rien à côté de ce qui se passe l'été, avec ce déluge d'estivants débarqués en voiture de toute l'Europe du Nord pour venir admirer notre précieuse côte d'Opale ensoleillée. Si, je vous assure, il y a des fois où il y en a du soleil, Et au bout de cette route flambant neuve se trouve l'une des 34 merveilles du réseau très convoité des grands sites de France. Un label qui permet de protéger ces splendides endroits d'une surfréquentation qui finissait par en altérer la beauté. Ce parking l'illustre bien d'ailleurs, puisque aujourd'hui, les touristes n'ont plus d'autre choix que de stationner ici pour finir à pied, par les chemins balisés, la magnifique balade qui les mène au fameux cap de Griné, juste en face des côtes anglaises. Désormais, plus question d'aller fourrer ses pneus et ses pieds partout. Et c'était bien là l'objectif de ces ingénieurs que vous voyez là, qui veillent jalousement à rendre à la nature toute l'opalescence de son tapis de verdure. Le site des 2 caps de Blanc-Nez et de Griné domine le détroit le plus fréquenté du monde, puisqu'il attire chaque année près d'1 million de visiteurs. Un poète lui a même dédié cet hommage, un lieu d'où non seulement on peut voir grand, mais où l'on peut s'ouvrir à l'univers. C'est peut-être un poil exagéré, mais bon, c'est un Anglais, Kenneth White, qui a dit ça. Tiens, je savais pas que sur un bateau de croisière, on pouvait jouer au foot ou au basket. Comme quoi, ça a l'air de s'être un peu démocratisé, ce genre de voyage. C'est vrai que dans les années 80, une nouvelle race de paquebots gigantesques a commencé à proposer quelques croisières à bas prix. Une super aubaine pour les chantiers de l'Atlantique, un peu dans le creux de la vague dans les années 70, et qui allait ainsi pouvoir se lancer dans une nouvelle bataille navale en forme de success story. L'avenir appartenait à celui qui construirait le plus gros paquebot du monde. Le pari est tenu. En 29 mois à peine, Saint-Nazaire donne le jour au souverain des mers. Il est aussi gros que le France, sauf que ça a pris 3 fois moins de temps pour le fabriquer. Résultat, les chantiers de l'Atlantique peuvent enfin sortir la tête de l'eau et leurs affaires atteignent leur vitesse de croisière dès les années 90. Puis en 2003 vient le tour du fameux Queen Mary 2 qui a plébiscité notre savoir-faire national et remis à flot les chantiers de Saint-Nazaire.
C'est d'ici que sortent désormais la plupart des bateaux de croisière de luxe. Et c'est pas fini. En mars 2006, ils ont signé le plus gros contrat de leur histoire. Une commande de 1,5 milliard d'euros pour 2 paquebots géants de plus de 330 mètres. C'est justement eux que j'arrête pas de vous montrer depuis le début. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu en chantier tout ça, et que là, on voit pas grand monde bosser. Mais sachez que ces palaces flottants que sont le Splendida et le Fantasia auront pourtant bientôt parmi leurs quelques 1650 cabines respectives une zone réservée de 65 suites de grand luxe. C'est vrai que question mixité sociale, on fait mieux. Bref, avec des commandes pareilles, on serait en droit d'espérer que ce fleuron de l'industrie française reste bien ancré à Saint-Nazaire. Et vous là-bas, j'espère que vous n'avez pas l'intention de finir le chantier tout seul, hein? Parce qu'à ce rythme, je crois qu'on sera jamais prêt dans les délais. Ce qui m'embêterait, voyez, parce que justement, je suis en train de négocier avec Georges une croisière en suite VIP sur le même genre de bateau que celui-là.